Yolana, bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz. Pour ce nouvel épisode, je reçois Priscilla, fondatrice de l'entreprise Still Good, une plateforme de mise en relation qui participe à éviter le gaspillage alimentaire. Un projet à impact nécessaire dans notre société de consommation. Priscilla, Yolana. Bonjour. Bienvenue dans le studio des Pacific Buzz. Alors rapidement pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous présenter qui es-tu ? Oui, déjà merci de m'avoir invitée. Je suis Priscilla Roller et après avoir fait des études en marketing sur Toulouse, je suis revenue travailler en marketing et en gestion de projet sur le territoire et je suis fondatrice de l'entreprise Still Good. Ok. Alors, avant d'arriver à Still Good, donc tu étais dans le marketing. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, quel type d'entreprise tu as, dans quel type d'entreprise tu as travaillé, quel a été un peu ce parcours qui t'a amené aujourd'hui à faire Still Good ? Oui, en fait, j'ai toujours aimé le marketing et l'aéronautique. Donc, mon parcours a souvent été dans ce type d'entreprise. Quand je suis arrivée, j'ai intégré Air Moréa après l'accident, ce qui a été une expérience extrêmement enrichissante, humainement parlant, avec de gros challenges au niveau de la confiance et de l'implication des employés qui ont été durement touchés par l'accident. Très très riche comme expérience, avec déjà des enjeux de rentabilité à court terme, une vraie expérience client à reconstruire. Ensuite, j'ai intégré Vini, opérateur mobile, pendant 7 ans. Et c'est là que j'ai réussi à engranger de l'expérience sur tout ce qui est nouvelles technologies et applications mobiles. Donc, incontournable pour moi, pour Still Good. Oui, c'est vraiment un des jalons de mon parcours qui m'a permis ensuite de lancer ce projet. Et il y a à peu près 5 ans, j'ai décidé de rejoindre le secteur aéronautique à nouveau. Et donc, j'ai intégré Aéroport de Tahiti en tant qu'ingénieur marketing. D'accord, ok. Dans lequel tu es encore aujourd'hui ? Oui. D'accord. Alors, l'aéroportuaire ou le transport aérien, les nouvelles technologies, à la limite, on sent le lien. Mais qu'est-ce qui t'a petit à petit amené, avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, mais qu'est-ce qui t'a petit à petit amené à te dire « je vais lancer mon entreprise, je vais lancer Still Good ». Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà depuis longtemps dans l'esprit ? Est-ce que tu t'es toujours dit « moi un jour je serai entrepreneur » ou c'est un peu le hasard des choses qui t'a amené à cette aventure aujourd'hui ? Oui, non, pas du tout. À la base, j'ai pas forcément une fibre d'entrepreneur. J'aime bien faire partie d'une équipe, d'une structure. J'aime bien que mon rôle aussi soit limité dans mon périmètre et pour me concentrer sur vraiment de l'expertise technique. Mais la vie a fait que, au final, j'ai voulu tenter cette aventure. Pourquoi ? Parce que ça fait très longtemps que je suis sensible à tout ce qui est cause environnementale, tous les gestes du quotidien qu'on peut faire sans trop de sacrifices, des choses faciles à inculquer aussi dans l'éducation, ce genre de choses. Ça fait très longtemps que je suis là-dedans. Et mon travail chez Vini m'a vraiment permis d'avoir une veille quotidienne de toutes les nouvelles technologies qui peuvent porter ce type de message et aider à aller défendre notre environnement, construire de nouvelles façons de vivre, ce genre de choses. Donc à un moment donné, j'avais mon fils aussi qui venait de naître. J'ai eu envie en fait de faire quelque chose qui soit en dehors d'un objectif de rentabilité. Ouais. Qui soit uniquement business, ce que j'adore faire aussi en termes de développement d'activité, mais j'ai eu envie de montrer qu'on pouvait tous faire quelque chose. D'accord. Je me suis dit, il faut que je trouve une idée sur laquelle je pourrais vraiment avoir de la facilité en termes de développement du projet. La partie nouvelles technologies et gestion du projet dans sa globalité, ça fait déjà partie de ce que je fais tous les jours. Et l'idée de lutter contre le gaspillage alimentaire, ça a été un concours de circonstances dans les sujets que je gardais en veille constamment. D'accord, ok. Voilà, donc c'est arrivé comme ça. Alors tu parlais du fait que ça arrivait un petit peu après la naissance de ton fils. Est-ce que tu penses que le fait de devenir mère
t'a fait te dire à un moment donné, il faut que je sois plus actif dans ce qui est important pour moi, ou il faut que je montre la voie ou l'exemple à mon enfant? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, ou c'est juste un concours de circonstances que Oui, ça... en fait, je pense qu'en fonction des gens, il arrive des moments où tu as envie peut-être de faire quelque chose de désintéressé. Moi, c'est arrivé à ce moment-là parce que je me suis dit, je peux pas éduquer et inculquer et impliquer sur ce genre de sujet si je ne montre pas l'exemple. Et si on est en capacité de le faire et qu'en vrai, c'est quelque chose qui est plaisant à faire, j'avais envie qu'il me voie le faire. Et de lui montrer qu'on peut tous faire quelque chose comme ça. D'accord. En vrai, je pense que dans notre marge de manœuvre individuelle, on est en capacité de faire changer les choses. Ouais, si chacun fait déjà un petit peu, on peut arriver à faire quelque chose. Ouais. C'est clair. Et alors justement, Still Good, c'est quoi exactement? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais. Donc Still Good, c'est une application mobile qui permet aux commerçants de vendre tous les produits alimentaires, repas de toutes sortes, qui vont arriver à péremption. Et en tant qu'utilisateur, donc tu as accès à une plateforme qui te présente des produits à tarif réduit et de qualité identique à ce que tu peux trouver de toute façon chez ces commerçants-là. D'accord, donc en fait ça facilite l'information du consommateur sur des produits qui vont bientôt autrement être jetés par l'entreprise, c'est ça? C'est ça, et ça permet aux commerçants d'avoir un geste simple, c'est-à-dire une publication. De mieux diffuser cette information et aussi de s'habituer à avoir ce genre de gestes et de réflexes. D'accord, voilà. Ok. Donc il y en a beaucoup qui ont déjà ça dans leur façon de procéder, ça existe déjà, mais c'est vrai que ça reste assez limité, ça ne leur permet pas de toucher une nouvelle clientèle. Les clients savent bien que peut-être sur certains créneaux ils peuvent bénéficier de remises, mais il faut que ça rentre vraiment dans les habitudes. Oui, mais c'est pas structuré d'une façon où chacun peut bénéficier de tout ça du coup. C'est ça, et en termes de facilité, de fluidité dans le parcours client aussi, c'est l'application mobile, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. D'accord, ok. Donc en gros, si je comprends bien, si je suis gérant de supermarché, tous les jours, admettons, je fais la revue des produits qui vont périmer, je publie une information sur ton application et tous les gens qui sont abonnés, tous les consommateurs qui sont abonnés peuvent scroller sur la liste des produits et du coup, ils savent qu'ils peuvent s'arrêter à supermarché X ou Y ce soir pour aller récupérer la promo de la viande qui sera pas bonne d'ici 2-3 jours. Tout à fait. D'accord. Ensuite, la gamme de produits peut être très très vaste, c'est-à-dire que là on parle de viande, mais en vrai ici il y a tous les importateurs alimentaires, tu as tous les commerçants de proximité, mais comme tu disais aussi les grandes et moyennes surfaces, tu as aussi les agriculteurs et les éleveurs. D'accord. Il y en a beaucoup qui au final ne rentrent pas dans un calibre qui est mis en place par certaines structures. Et donc il suffit que ton œuf, par exemple, soit pas au bon calibre et à la bonne taille, tu ne peux pas le vendre en supermarché. D'accord. Donc ils ont parfois ce besoin de créer un nouveau circuit de distribution avec le moins d'intermédiaires possible aussi. Et du coup avoir quand même cette possibilité de revaloriser tous ces invendus. D'accord, ok. Et tout en évitant justement de gâcher, de supprimer des produits qui sont très bons, c'est juste qu'ils ne rentrent pas dans les attentes du client final, quoi. C'est ça. D'accord, ok. Et alors comment tu coordonnes tout ça? Parce qu'il y a quelques années, si je ne me trompe pas, il y a une loi de pays qui avait été passée pour les fameux invendus et la gestion de tout ça. Donc comment toi, Still Good s'inscrit dans cette démarche? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que ça s'inscrit dans ce processus ou Oui, en fait, j'avais discuté avec la représentante du ministère de l'économie. Donc, forcément, sur ce type de loi, ils ont besoin aussi parfois du retour des commerçants ou de personnes qui connaissent un peu les circuits en place, qui sont en plus parfois différents selon les secteurs d'activité. Donc oui, j'ai eu connaissance de cette loi qui est passée. En vrai, opérationnellement parlant, c'est pas si simple que ça pour les commerçants de le faire comme ça du jour au lendemain. Ouais, j'imagine. Moi, ce que je veux, c'est être un moyen pour eux que ce soit simple. La seule chose dont ils vont devoir gérer au final, c'est leur process interne de gestion de ce stock mis en vente et de comment le client va le récupérer pour que ça s'inscrive dans ce qui existe déjà. D'accord, ok. Voilà.
Et alors, où en es-tu maintenant dans le développement de ce projet? Parce que c'est quand même pas, c'est-à-dire, on parle d'appli et tout, mais c'est pas quelque chose de simple à développer. Donc où est-ce que tu en es là dans l'avancement du projet? L'application est terminée d'être développée là, techniquement. Okay. En fait, j'ai commencé la phase de test la semaine dernière et j'en ai pour à peu près un mois. Ensuite, je pourrai l'ouvrir au grand public et aux commerçants. D'accord. Ouais. Ok, donc c'est bientôt là, oui, le lancement, donc grand événement à prévoir bientôt. Oui. Et ça va, pas trop stressé du coup Non, parce qu'en fait, j'ai déjà discuté longuement avec certains partenaires. On se pose des questions de mise en place, mais l'intérêt est là. Les utilisateurs, c'est pareil. Soit sur les réseaux, soit physiquement. J'ai déjà échangé avec ceux qui connaissent des applications similaires sur d'autres marchés. Et tout le monde attend ce genre de solution. D'accord. Oui. Ouais. Sur les autres marchés, alors parce que moi j'ai pas tout inventé de bout en bout. Hein. En fait, l'intérêt c'était pour moi quand même d'avoir comme une structure existante d'application, de l'étudier et de vérifier ce qui devait être adapté au marché polynésien. D'accord. Et aussi aux partenaires commerçants polynésiens, parce que il peut y avoir des spécificités. Oui, il peut y avoir de vraies spécificités. Il y a des applications de ce style en métropole ou en Europe ou aux États-Unis, mais qui vont cibler par exemple uniquement les commerçants de proximité et pas les grossistes alimentaires. Ouais. Donc du coup, il y a des adaptations à faire à ce niveau-là. Aussi par rapport à nos moyens de paiement, etc. Donc c'est sur ça que j'ai beaucoup travaillé et j'ai aussi eu tout un parcours pour convaincre des partenaires, c'est-à-dire des partenaires institutionnels. Ouais. Donc l'ADEME est partenaire du projet, la SOFIDEP aussi, Initiative Polynésie également. Et après, il y a forcément toute la partie commerçant qui est intéressée et va accompagner une partie du projet en termes de réflexion, en termes de maturité, de sensibilité, de mise en avant aussi. Parce que Steelgood ne va pas se mettre en avant tout seul, forcément pour moi l'intérêt c'est que ce soit le partenariat qui soit évoqué et qu'on soit juste un relais en vrai. D'accord. Et aujourd'hui alors Steelgood c'est qui? C'est toi et c'est tout? Ou tu as une équipe? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet justement en termes humains? Pour l'instant, officiellement, il n'y a que moi. D'accord. Par contre, en termes de partenariat, il y a beaucoup d'autres personnes. J'ai mon partenaire du coup technique qui est à Nouméa, sur lequel on a beaucoup échangé en termes d'idées, de vision de développement aussi. Nouméa, c'est aussi un marché qui est concerné par ce genre d'évolution en termes de causes, en termes d'objectifs de rentabilité aussi. Avec la crise, tout le monde a été touché à ce niveau-là. J'ai aussi un partenaire expert comptable, un partenaire juridique. Donc il y a une équipe en fait qui s'est constituée de gens hyper passionnés et de bonne volonté, parce qu'en vrai, je pense que j'ai juste expliqué le projet, mais c'est vraiment la cause en elle-même qui anime tout le monde. Et après, il y a des personnes aussi qui nous rejoignent de manière ponctuelle, c'est-à-dire des étudiants ou des entrepreneurs seuls. Il y a quelqu'un, par exemple, qui m'accompagne sur la construction du site web et qui le fait vraiment, lui, sans demander une contrepartie à Steelgood qui soit de l'ordre juste d'une relation business. On est sur autre chose. On est vraiment sur la création d'une communauté presque qui veulent œuvrer et sensibiliser aussi autour d'eux. D'accord. Ils sont tous focalisés par l'envie de participer à cette démarche. Parce que c'est une super aventure. Là, quand tu es face soit à des institutions, soit à des commerçants, on est presque à un niveau de est-ce que tout le monde a envie d'avancer dans ce sens, en sachant que l'objectif, clairement, là, il n'est pas monétaire uniquement, quoi. Donc, et c'est comme ça que tu vois si les consciences commencent à être éveillées à ce genre de sujet, et c'est le cas. C'est clairement le cas. Mais il y a quand même un business model derrière, parce que le but, c'est quand même que l'application vive et puisse se soutenir elle-même, quoi. Oui, en fait, évidemment, sinon sans ça, la SOFIDEP ou les autres institutions ne suivraient pas. Donc, c'est absolument rentable. C'est juste que l'objectif n'est pas de gagner de l'argent sur le dos des commerçants qui sont déjà en train d'amorcer de nouvelles pratiques, qui défendent cette cause-là, les utilisateurs non plus, qui en vrai vont faire ce geste de vérifier avant d'acheter un produit peut-être quelque part, vérifier s'il n'y a pas d'autres produits soit similaires, soit différents,
mais qui pourrait se substituer à un tarif réduit et de qualité identique D'accord. pour aider. Ok, super. Écoute, très intéressant projet. Et puis c'est bien de savoir que là, très prochainement, ça va rentrer dans l'aspect concret des choses avec le lancement de l'application. Ok, on va faire une petite pause avant de s'intéresser plus à toi et à ton aventure entrepreneuriale. On revient dans quelques moments. Et nous sommes de retour pour la seconde partie de cet épisode des Pacific Buzz, toujours en compagnie de Priscilla de l'entreprise Still Good. Alors Priscilla, est-ce que tu peux nous dire, depuis le lancement de ton projet, depuis le moment où l'idée a émergé, jusqu'à maintenant, il y a quand même un sacré parcours qui a été accompli, et alors que tu arrives à bientôt proche du lancement de l'application, est-ce que tu peux nous dire quelle a été ta meilleure leçon, la meilleure leçon que tu as apprise au fil de cette aventure et la pire leçon que tu as apprise? Oui. La meilleure leçon, c'est... Bon, et puis au final, on n'a pas besoin d'être entrepreneur pour l'apprendre. C'est vraiment la persévérance. En vrai, il y aura forcément des moments de déception. De déception qui peuvent être parfois suffisamment forts pour se remettre vraiment en question, se reposer des questions de est-ce que vraiment c'est viable, est-ce que vraiment j'y vais, et du coup souvent faut laisser un peu de temps passer histoire de reposer l'analyse de pourquoi ça n'a pas marché, de qu'est-ce qui a fait que ça aurait peut-être pu changer, des choses auraient pu être changées peut-être, et si l'envie est encore là, en fait, en vrai, tu continues. Et ça s'est souvent fait comme ça parce que me disais à chaque fois, j'ai pas grand-chose à perdre, à tenter. Et c'est ce type de... Moi, dans cette façon de réfléchir, ça m'a aidé à ne pas être trop en attente aussi. Du coup, j'ai vraiment tout fait par passion. Par passion et par plaisir. Évidemment, tout n'est pas toujours plaisant dans la gestion d'un projet et d'une entreprise, c'est évident. Mais à un moment donné, il y a quand même l'objectif de base et la motivation qui continue de grandir, soit en rencontrant d'autres personnes, soit en arrivant à convaincre certaines institutions ou certains partenaires. Et c'est ça, c'est par contre toujours continuer à avancer. Même si parfois on a besoin d'un petit peu de temps pour se poser. Si vraiment on est convaincu, on continuera et ça marchera. Pour moi, c'est ça. Alors, cela dit, tu disais ça vaut pour tout et pas que quand on est entrepreneur, mais la différence, c'est quand on est entrepreneur, on est plus ou moins seul. Donc la persévérance est encore plus importante, mais peut-être plus dur à trouver quand même. Je pense que si tu es bien entouré, ça dépend. Parce que si tu t'entoures déjà d'une équipe, il y a une émulation aussi, il y a beaucoup de créativité qui peut ressortir des échanges, certains partenaires, même si à la base sont des partenaires professionnels, dans l'échange, je pense que tu peux toujours trouver des gens qui vont te soutenir ou alors qui vont te réorienter. Je trouve que ça fait partie de la richesse en fait. La richesse, et en tant qu'entrepreneur, ce qui est bien, c'est que tu peux rencontrer vraiment des personnes d'horizons tellement divers. Tu touches à tous les métiers. Donc, ça ne peut que te faire enrichir tes connaissances. Absolument. C'est pour ça que je fais des podcasts aussi d'ailleurs. Ça me permet de rencontrer plein de monde très différent. Alors ça, c'est la meilleure leçon. La persévérance, effectivement, c'est important. Et la pire leçon alors? La pire leçon, c'est le manque de régularité. Ça, c'est vrai que c'est... Par rapport à quoi alors? Par rapport à tout, à la gestion du quotidien, à la gestion personnelle aussi de ta vie. Le manque de régularité, je trouve que c'est ce qui impacte le plus défavorablement un projet. Soit sur le délai de réalisation, soit carrément sur des choses que tu peux louper, soit des investisseurs, soit des opportunités. Le marché, il peut vite changer aussi. Donc, si tu manques de régularité, ton projet va louper le coche, pour moi. Mais c'est pas simple du tout. C'est clairement pas simple. C'est sûr. Et en plus, avec la crise sanitaire, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en stand-by. Qui ont été chamboulées aussi. Oui, bon, après, pour moi, c'est toujours une source de renouvellement.
Le changement dans des périodes de crise, c'est forcément, normalement, vers plus d'efficacité, d'optimisation. Il y a des remises en question dans la façon d'aborder certains business models. Je trouve ça toujours intéressant. Effectivement. Alors tu parles de régularité, mais le challenge pour toi, j'imagine, c'est justement cette régularité quand tu dois gérer ton projet entrepreneurial, plus en même temps ton emploi, puisque tu es encore employé en ce moment, et puis bien évidemment ta famille en plus. Alors comment tu balances, comment tu jongles entre tout ça? Ça doit faire des bonnes journées quand même. Ouais, c'est pas simple. Parfois c'est un peu stressant. En vrai, il y a des moments où je suis obligée de gérer les priorités, d'avoir une réflexion par priorité. J'adore mon boulot en plus, donc vraiment Still Good, c'est sur mon temps personnel, le soir ou le week-end, ou quand je prends des congés exprès. Mais constamment, je suis obligée de relister qu'est-ce qui est prioritaire. Il y a des quick wins aussi. Et c'est vraiment sur la gestion, l'anticipation des délais. Il y a des sujets pour lesquels je vais m'autoriser un traitement de dernière minute, mais pour d'autres, il faut bien construire certains sujets. Moi, le cahier des charges de l'application, j'ai dû mettre 1 an peut-être. 1 an pour bien le penser, me demander si des choses étaient pertinentes ou pas par rapport au marché, et ensuite aussi pour trouver le bon partenaire technique. Ça a été aussi un point clé du projet. Je voulais vraiment que ce soit le marché local qui soit favorisé. Et en même temps, j'avais aussi des contraintes budgétaires. Bien sûr. Voilà. Donc, j'ai fait le choix quand même de construire un réseau ici qui, je pense, va être source d'autres projets, ou en tout cas de rencontres qui vont perdurer. Pas forcément juste pour Still Good, mais sur des actions similaires, ou en tout cas de nouveaux réseaux qui vont avoir en tête cette sensibilité, ou cette plus en mode start-up aussi en termes de fonctionnement. Sortir un peu du créneau des grosses machines. Voilà, le marché évolue et il faut aussi avoir suffisamment de souplesse et d'agilité pour s'adapter en permanence. Et c'est cette construction aussi, ces rencontres de personnes qui sont dans cette même optique. D'accord. Donc en plus de la régularité, pour pouvoir jongler avec tous ces éléments, c'est de la discipline et c'est bien s'entourer aussi des bons partenaires, des bonnes personnes. Oui, pour beaucoup justement de avancer rigueur. efficacement. Moi, après, c'est vraiment à titre perso, les gens qui participent au projet, je veux absolument rendre un travail ou être un partenaire professionnel. C'est déjà un grand bond en avant que certaines personnes souhaitent s'impliquer. Pour moi, c'est essentiel qu'il y ait un retour d'une quelconque manière et que ce projet soit vraiment ait une image qui soit bénéfique pour toutes ces personnes. Enfin, si bien au moins ça peut servir à ça, oui, quoi. C'est clair. Alors, on disait tout à l'heure, donc tu es encore employé pour pouvoir gérer le projet en parallèle. Donc ton employeur, j'imagine, est au courant de ce projet. Alors c'est plutôt une bonne chose de voir des employeurs prêts à accompagner leurs salariés, leur donner la possibilité de monter des projets. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé avec lui, comment tu coordonnes tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient se lancer mais qui se disent il faut que je quitte mon travail. Alors a priori on peut faire les deux en même temps, donc comment ça se passe pour toi? En vrai, j'ai la chance qu'Aéroport de Tahiti ait accepté que j'ai ce projet à titre personnel dans ma vie. Par contre, c'est ma priorité personnelle quand même. Mon travail en tant que salarié, c'est aussi ce qui m'a permis d'avoir les reins suffisamment solides pour monter ce projet. Donc clairement, en vrai, je me consacre à 100% à ADT. Et les 100 autres pourcents, c'est Still Good. Mais non, en fait, mon travail, j'ai pas négocié de gestion de temps de travail spécifique parce que je voulais absolument pas qu'ils soient impactés par ça. Pour moi aussi, c'est important. ADT m'a fait confiance à un moment donné et je fais aussi des choses qui portent l'environnement à travers l'aéroport. Bien sûr, Donc
je pense que pour certaines personnes, gérer un contrat de travail avec peut-être des modulations d'horaire, ce serait peut-être intéressant pour eux, en tout cas plus léger. Mais moi, c'est pas comme ça que j'ai avancé. J'ai vraiment fait ça en plus, en surplus. Et je pense vraiment que ça m'a permis d'avoir de la stabilité. En plus de ça, un peu de sérénité aussi, voilà, c'est parce ce que j'allais qu'effectivement te l'aspect dire. matériel est géré. C'est ça, au final, quand on est dans des moments de crise et que Steelgood n'a pas pu être lancé aussi vite que prévu, c'est aussi ce qui m'a permis de ne pas enterrer le projet. Donc ça, c'est vraiment comment moi je fonctionne à titre perso, comment ADT a bien voulu aussi accepter que je fonctionne comme ça. Et qu'au final, sur ce projet, j'en suis au moment du lancement. C'est un concours de plusieurs choses, mais c'est vrai que s'il y a des entrepreneurs qui veulent commencer doucement, je pense que c'est bien peut-être de voir si un mi-temps peut être compatible avec le travail de salarié. Après, sur la partie état d'esprit, je pense quand même qu'il y a de plus en plus d'employeurs qui seraient ravis, en tout cas peut-être même flattés, qu'il y ait ce genre de personnes au sein de leurs équipes. Pourquoi ? Parce que ça démontre quand même une capacité déjà de travail assez élevée et aussi un dynamisme, une initiative qui dépasse le seul quotidien à gérer. Et pour moi, c'est quand même des signes d'une personnalité innovante, entreprenante. Enfin, ce sont quand même des qualités professionnelles. Bien sûr. Et puis suivant le projet, en plus, ça peut être intéressant pour l'employeur après, d'une façon ou d'une autre. Donc, clairement, on invite tous les employeurs à être aussi souples et tolérants que le tien. Alors, je voudrais revenir sur un autre point, parce que tout à l'heure, tu nous disais, dans la première partie, que tu aimes bien dans ton travail avoir un périmètre bien défini et te focaliser sur la réalisation de tâches concrètes, de projets, etc. Typiquement, entrepreneur, c'est tout sauf ça. On n'a absolument pas de périmètre, on doit gérer tout à droite à gauche. C'est très chaotique, en tout cas au démarrage, tant que l'entreprise n'est pas structurée. Comment tu as fait la transition, justement, toi qui justement aimes ce cadre un peu bien défini, pour te retrouver là aujourd'hui dans un rôle où il faut gérer le chaos en permanence. Comment ça s'est passé ? Je t'avoue que j'ai pas voulu me projeter. En fait, je savais que j'allais être amenée à faire plein de nouvelles choses. La plupart des choses que j'avais jamais faites avant, ne serait-ce que des exercices comptables, enfin tu vois. Ah oui, ça c'est le plus dur. C'est pas ce que je préfère, mais c'est absolument nécessaire. Mais non, en fait, j'ai pas voulu avoir de frein. Je me suis dit, je vais découvrir aussi. Au final, si je sens que j'arrive pas à le faire moi-même, j'essaye aussi de trouver quelqu'un qui m'aide à le faire. Parce que je peux apprendre mais pas toute seule, soit parce qu'au final je sais que j'y arriverai pas, ou alors que le ratio gain de temps, énergie est pas bon, et qu'il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Mais en vrai, j'ai plus vu ça comme une découverte et une construction, mais vraiment pas à pas. Si je m'étais déjà projeté, il va falloir que je fasse le bilan annuel, les exercices de déclaration de TVA, etc. Non, tu te mets trop de freins. Tu anticipes trop de choses. Je pense qu'il y a aussi un moment où il faut faire les choses petit à petit. Par contre, ça ne veut pas dire que je ne les ai pas anticipées, mais sur la partie se mettre la pression directe pour tout ce qu'il y a à faire, non, prenons les choses une par une. Il y a de très grosses étapes au niveau du projet que j'ai voulu favoriser et mettre de côté. Et j'en ai mis d'autres de côté. Par exemple, c'est que dès que j'ai intégré Prism, parce qu'il y a 2 ans j'avais intégré Prism pour Steelgood, il y a déjà des médias qui m'ont contacté à ce moment-là pour faire des reportages, voir comment ça allait fonctionner. Pour moi, c'était beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Donc j'ai freiné pour déjà pas avoir à gérer aussi encore tout cet aspect com et vraiment me concentrer sur la partie technique. Il y a des choses, il faut pas griller les étapes, quoi. Donc non, je pense aussi que je me suis toujours dit, je veux avoir une bonne pression avec ce projet, mais je veux pas tomber dans l'angoisse. Si je commence à vivre ça de manière négative, c'est que j'ai raté un truc. C'est pas l'objectif là.
Je dis pas que ce sera trop rose tout le temps, pas du tout, mais c'est pas de se bouffer là. C'est de faire les choses bien, mais encore avec cette notion de plaisir. Si je peux pas me donner ce luxe avec ce projet, je pourrais jamais le faire. Oui, sachant qu'en plus tu as construit le système d'une façon à ce que tu puisses le faire à ton rythme et à ta façon. Voilà. Après, il y a une réflexion quand même. Il faut être réaliste sur le temps accordé au projet. Comment est-ce que tu vas le faire vivre si tu n'es pas à 100% dédié au projet? Ça, faut être réaliste aussi. Faut y penser. Donc au final, non, j'ai pas eu cette pression dès le début. Par contre, oui, il y a des sujets où je me dis non, là c'est trop technique ou c'est trop, je vais pas apprécier. Soit je demande à quelqu'un de le faire, soit quelqu'un va me mettre en contact avec quelqu'un qui va m'apprendre à voir ça différemment ou à le faire facilement. D'accord. Okay. Donc, en fait, j'ai presque l'impression que cette personnalité que tu as d'aimer à définir bien les périmètres t'a aidé à déstructurer un peu le projet en étant réaliste sur le contexte et les objectifs, mais en arrivant justement à créer des petits morceaux qui sont plus digestes et qui vont rapidement te permettre de dire bon, ça je peux pas faire, je vais demander, ça je peux faire mais à telle étape et tel machin, et finalement ça t'a aidé à avancer plus efficacement. Oui, c'est ça, parce qu'au final je maîtrise la gestion de projet. C'est ce que je fais à chaque fois dans mes postes, donc sur ça, oui, ça fait partie des choses qui aident à poser les jalons et à enlever de la pression qui serait due à atteindre l'objectif final en trop peu de temps. Peu de temps, il faut aussi être réaliste. Donc oui, et puis après, il y a des erreurs aussi. Il y a des moments où j'étais trop fatiguée, où au final, j'ai pas eu envie de me mettre un week-end, ou au final, j'avais pas la compétence et j'ai mis du temps à trouver la compétence. Mais bon, ça fait partie pour moi de la vie d'entreprise et de la vie tout court. Donc, c'est presque l'aventure aussi, tu vois, qu'il faut vivre à fond. Oui, ça va avec positif, négatif. C'est ça. Et au final, je me suis aussi toujours dit pour Still Good, si demain ça s'arrête, c'est pas grave. C'est pas grave, j'aurais fait au maximum. T'aurais essayé. Voilà. C'est clair. En tout cas, ça avance bien, donc c'est plutôt une bonne chose. Ça marche. On va faire une deuxième pause et justement regarder ce qui vient après dans ce projet Still Good. Et nous sommes de retour pour la troisième partie de cet épisode des Pacific Buzz, toujours en compagnie de Priscilla, la fondatrice de Still Good. Alors Priscilla, je sais que tu as écouté les Pacific Buzz, donc tu connais la question qui arrive au démarrage de cette troisième partie. Donc je te pose 3 questions rapides, tu me réponds optimiste, pessimiste, on rentre dans le détail après. Donc ton futur personnel, optimiste, pessimiste? Optimiste. Le futur de Still Good? Optimiste. Et le futur du Fénois? Optimiste. Ok. Optimiste sur les 3. Ouais. Alors rapidement, pourquoi? Optimiste pour moi parce que forcément là on arrive au lancement d'un projet c'est excitant. Et puis je pense que vraiment il y a de quoi faire. Il y aura forcément des ajustements, mais vraiment tout le monde est intéressé, donc que des bonnes choses à développer. Pour Still Good, c'était ça le deuxième. Pour Still Good, pour moi il y a vraiment ce marché ici qui ne demande qu'à expérimenter ces nouvelles technologies, cette nouvelle façon de consommer, cette nouvelle façon de vivre le commerce aussi. Donc c'est presque comme si j'arrivais à accompagner à mon humble niveau cette évolution commerciale, de pratique commerciale. C'est fou. Enfin, tu vois, tu es là en train de te dire demain, est-ce que quelqu'un veut vraiment ne traiter que par une application mobile? Et je pense que oui. Et on sera peut-être les premiers avec Foodies à le faire. Donc, ça se voit dans d'autres marchés, donc il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas au bout d'un moment chez nous. Exactement, mais tu vois, c'est vraiment être dans les précurseurs d'évolution des comportements. Donc ça, super intéressant. Et pour le Fénois, oui, optimiste, parce que je rencontre vraiment beaucoup de personnes, il y a beaucoup de porteurs de projets qui veulent faire des choses bien, qui veulent faire bouger les choses, qui sont dynamiques, qui sont vraiment dans cette optique de, ok, il y a un intérêt business, il le faut, mais il y a un intérêt pour tous. Donc oui, optimiste. Est-ce que tu penses que de plus en plus, notamment localement, les gens arrivent à concilier justement l'intérêt business et l'intérêt, on va dire, plus sociétal, on va appeler ça comme ça,
plus facilement que ça n'a pu être par le passé, où les deux étaient vraiment chacun dans son coin et il n'y a pas moyen de se réconcilier? Si, tu sais pourquoi? Parce que le consommateur, il change. Mm. C'est ça qui fait changer le marché au final. Parce que le consommateur, bon, il y aura toujours des consommateurs qui vont pas prendre ça en compte, hein, mais maintenant, on est quand même dans une consommation de plus en plus responsable. Mm. En vrai, je suis prête à dépenser plus pour récompenser le travail de quelqu'un qui aura construit quelque chose de ses mains ou enfin qui aura fabriqué son pain au chocolat plutôt que de l'acheter en sachet. Enfin, parce que déjà, c'est souvent meilleur. Et en plus, il y a cette construction d'un écosystème qui, pour moi, est vertueux. Quand je parle d'un croissant sous emballage plastique, en vrai, je vise même pas forcément les grandes et moyennes surfaces parce que même eux vont vers cette tendance, vers ce qui est fait main, vers ce qui est fait avec de bons produits. Donc chacun à son niveau commence à réfléchir à quels sont leurs leviers, leurs marges de manœuvre et comment construire les nouveaux business models. C'est plus vraiment une évolution pour moi. On n'est plus dans on va essayer de raccrocher les deux comme ça, c'est presque une troisième voie, tu vois, qui est construite. Oui, c'est une nouvelle voie dans un nouveau contexte pour de nouveaux besoins, avec toutes les aventures qui viennent avec et les opportunités. Alors c'est vrai qu'on voit que le consommateur est demandeur, de plus en plus, on voit plein d'initiatives qui encouragent sur nos comportements, mais pour toi, les entreprises aussi, et notamment dans un secteur qui est quand même souvent décrié, qui est la grande distribution, le commerce alimentaire, on a les plastiques, les machins, les trucs, enfin on dit tellement de choses sur ce secteur. Toi, de ce que tu as pu voir, de tes relations, de tes interactions avec eux, ils sont prêts aussi à changer, à évoluer? Bah oui, parce qu'ils sont aussi consommateurs. Et c'est vrai, on l'oublie souvent. Oui, et au final... ils évoluent eux-mêmes aussi, comme nous. Et tout n'est pas simple à changer du jour au lendemain. Mais tu vois, tous ces circuits plutôt que de jeter, on va donner, sont des choses qui existent déjà. C'est juste qu'évidemment, on ne le crée pas toujours sur tous les toits, mais ils ont aussi envie de faire ça. Plutôt que de jeter, ils veulent permettre aux utilisateurs d'y accéder à d'autres tarifs et ensuite faire profiter des associations caritatives. Ça ne veut pas dire que ce sera simple et que ça sera rapide, mais il y a, oui, cette volonté. Et peut-être que, et c'est peut-être la problématique que tu as très bien identifiée pour Still Good, ce qui manquait, c'était l'outil aussi, pour faciliter justement il fallait un lien là. Voilà. Et c'est la niche que tu as décidé d'occuper du coup. Oui. Alors, du coup, autre question. Alors, le lancement qui arrive bientôt, donc ça, j'imagine que c'est ton focus principal. Mais une fois que ce sera lancé, comment tu vois vivre Still Good dans un futur moyen terme ou long terme? Ce qui est prévu pour Still Good, c'est l'année prochaine commencer à développer ce que j'appelle un profil. En fait, c'est un profil association pour que si jamais le produit n'a pas réussi à être vendu dans le temps imparti, que les associations puissent localiser les invendus et aller les chercher. D'accord. Donc j'ai déjà rencontré par exemple Père Christophe qui œuvre déjà pour cette cause aujourd'hui, et moi mon intérêt c'est pas de me substituer, c'était vraiment est-ce que demain si je fais ça aide, ça vous aide, est-ce que ça rend les choses plus simples en termes d'information, en termes de fluidité, de récupération, ce genre de choses. Donc il y a ce volet là. Et ensuite, forcément, géographiquement, je me dis si ça marche bien sur Tahiti, il y aura forcément les autres îles où je me poserai la question de est-ce qu'il y a des gens intéressés et comment déployer. Les autres îles, c'est-à-dire les autres outre-mer ou les autres îles de Polynésie? Pour l'instant, les autres îles de Polynésie, en sachant que après en Nouvelle-Calédonie aussi, il y a forcément des choses qui peuvent peut-être être dupliquées et qui pourraient intéresser des commerçants là-bas. Mais c'est vraiment un autre volet. Moi, je vais d'abord me concentrer sur la Polynésie et être vraiment un outil optimisé et simple d'utilisation. Oui, bien sûr, chaque chose en son temps. Comme je disais, il y a le lancement déjà, et s'assurer que les consommateurs ont joué le jeu. Donc il y a déjà beaucoup à faire là dans les mois à venir, effectivement. Et du coup, ce lancement, alors sans rentrer dans des détails techniques, mais tu l'envisages comment? Est-ce que ça va être un grand coup
communication, etc. Ou tu comptes plus sur une diffusion petit à petit, mais avec des gens qui vont vraiment l'utiliser efficacement En fait, en vrai, je pense qu'il y aura peut-être un peu de viralité sur l'annonce du lancement. L'application sera disponible sur Android et iOS gratuitement. Donc, pour moi, ce sera l'occasion pour le client de le tester. Ouais. Pour le commerçant partenaire, en vrai, je veux vraiment qu'il ait le temps de vérifier si c'est utile pour lui, si ça lui permet vraiment de revaloriser ses invendus. Donc, il y aura un temps aussi de test pour eux, je pense. Et ensuite, je pense qu'ici, c'est suffisamment... les bonnes nouvelles se portent assez facilement. Oui. Donc, je pense que sur les réseaux... Ouais. Et ensuite, les annonces aussi se feront lorsque de nouveaux partenaires rejoindront Steelgood. Puisqu'à chaque fois, je veux vraiment remettre en valeur ceux qui nous accompagneront dans l'aventure. Et il y aura aussi forcément de la PLV sur le point de vente. Donc, ça va se faire comme ça. Ensuite, en grandes actions vraiment de com, comme on peut dire, ou d'événements, j'ai juste noté en octobre-novembre, il y a forcément la Journée mondiale de l'environnement. Ouais. Où pour moi, ça sont des dates clés où il faut que Steelgood ait un geste qui porte le message. Donc il y aura forcément des choses, par exemple, à des moments comme ça. Ouais. C'est l'avantage d'être spécialiste en marketing, Ouais. c'est qu'au moins tu as la compétence pour gérer cette campagne efficacement. J'ai l'idée après. Oui, après c'est différent quand on le fait pour soi que quand on le fait pour ouais. quelqu'un. En tout cas, on souhaite un beau lancement à Steelgood. Merci. Alors, ma dernière question pour toi, pour clôturer cet épisode, au travers de ce que tu as vécu dans cette aventure Steelgood, qui en est qu'au démarrage finalement, même si ça fait déjà quelques années et que tu as déjà fait beaucoup de choses. Mais si tu avais une recommandation à partager, une idée que tu aimerais partager avec nos auditeurs, qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? Je pense que quand on fait les choses avec passion, il n'y a pas beaucoup d'obstacles qui ne peuvent pas être contournés. Après, il y a des idées qui doivent être réfléchies plus longtemps, ça c'est sûr. Mais parfois l'idée évoluera ou elle se construira d'une autre manière. Mais j'ai toujours, moi, agi par passion. Alors, j'arrive pas à imaginer lancer des projets ou même se lancer dans quelque chose s'il n'y a pas ça à la base. Ouais. Moi, monter des business juste pour le business, c'est pas mon truc. Ouais. Et c'est très bien s'il y en a qui arrivent à le faire, mais mon objectif aussi, c'était d'inculquer à mon fils que on doit faire les choses pour une cause. Ça peut être une cause personnelle, mais c'est vraiment aussi aller au-delà de juste des choses matérielles. On n'est pas, pour moi, à mon sens, on n'est pas là que pour ça. Donc, c'est plus ce type de message que je souhaite transmettre avec Steelgood. Et en vrai, c'est assez simple, je trouve ici. Les gens sont très passionnés, sont sincères. J'ai jamais rencontré, par exemple, quelqu'un pour Steelgood où j'ai dû me méfier, où je me suis dit, waouh, est-ce qu'on va pas essayer de me faire sortir du projet pour s'accaparer. Il n'y a pas ce genre de choses, donc on est quand même dans un contexte qui est favorable à tout ça. Ouais. Il y a de l'entraide. Oui, on a encore des rapports qui sont relativement sincères et transparents, j'allais dire. Ouais. Bon, après, je suis sur un business qui est peut-être pas suffisamment intéressant pour les vrais businessmen. Peut-être aussi. Mais cela dit, je note que être passionné ne veut pas dire faire les choses n'importe comment et y aller à la tête la première. On peut être passionné et en même temps très pragmatique, très concret, très structuré comme tu l'es dans ton projet. Et c'est là où ça marche finalement, parce qu'on a souvent tendance à dire aux gens soyez passionnés. On oublie de leur dire soyez passionnés, mais faites les choses proprement quand même. Ouais, l'inverse, je sais pas si ça marche toujours. Être hyper structuré, avoir toutes les compétences, mais pas être passionné, je sais pas si ça marche. Pas en tout cas quand on est sur un projet comme le tien qui nécessite effectivement de l'engagement, qui nécessite des nuits blanches, des week-ends. Et effectivement, là, la passion est nécessaire pour tenir le coup. Ok, ça marche. Écoute, Priscilla, merci beaucoup d'être passée dans les studios de Pacific Buzz. Et bon courage pour le lancement de Steelgood. On suivra ça avec beaucoup d'intérêt. On n'hésitera pas à aller tester cette application avec grand plaisir. Et puis bonne continuation dans tous tes projets. Merci. Merci.
Voilà, c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz, enregistré avec Priscilla dans les studios des Pacific Buzz. La passion et le réalisme de Priscilla se marient parfaitement pour l'aider à mener efficacement ce projet qui apportera sans aucun doute un service important dans notre Fénois. Priscilla aura su nous montrer comment il est possible, pour ceux d'entre nous qui souhaitent devenir entrepreneurs, de pouvoir marier différentes obligations personnelles et professionnelles tout en parvenant à apporter sa pierre à l'édifice de notre futur commun. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux, à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai très bientôt pour un nouvel épisode, un ou une nouvelle entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana!